Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je peux passer, réponse A, après le passage du tramway. Réponse B, quand le feu passe au vert. Alors, en général, quand il y a une traversée de tramway qui est régie par des feux de signalisation, c'est qu'il y a une raison. Lorsque le tramway passe d'un côté, il y a de fortes chances qu'un autre tramway, en sens inverse, passe aussi. D'où l'intérêt des feux de signalisation. Donc, après le passage d'un tramway, on regarde toujours la signalisation et on passera quand le feu passera au vert. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 2. Ma voiture tombe en panne sur autoroute. Je me place sur la bande d'arrêt d'urgence le plus rapidement possible. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, question très intéressante parce que vous faites beaucoup d'erreurs dans ce cas précis. Alors, c'est quoi la procédure lorsqu'on tombe en panne sur autoroute ? Donc, lorsque vous tombez en panne sur autoroute, vous devez absolument le plus rapidement possible et en sécurité bien sûr, vous mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Ça, c'est le point numéro 1. Ensuite, bien sûr, mettre ces feux de détresse. Et une fois que c'est fait, c'est de sortir du véhicule, mais attention, du côté droit, c'est-à-dire du côté de la glissière de sécurité, pour pouvoir se mettre derrière la glissière de sécurité. Et donc une fois que vous êtes derrière la glissière de sécurité, là, vous pouvez appeler les secours ou un dépanneur, par exemple. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui posent plein de questions. Alors, c'est normal, hein, j'ai pas mal d'élèves. Et la question principale que vous dites, c'est « Bah oui, mais si je tombe en panne sur la voie de gauche ?» Alors, je vais vous dire, c'est possible, hein, c'est possible, mais c'est rare. Pourquoi c'est rare ? Vous êtes sur autoroute à 130 km/h. Donc, si votre voiture tombe en panne, vous allez bien savoir qu'elle tombe en panne. Hein. Par exemple, vous allez plus pouvoir appuyer sur l'accélérateur. Voilà, vous allez le sentir. Donc, 130 km/h, vous allez avoir assez d'élan pour pouvoir rejoindre la bande d'arrêt d'urgence. Hein. Surtout, faites pas la bêtise de rester sur la voie de gauche. Pourquoi ? Parce que c'est la mort assurée. Hein. Les gens, ils vont pas vous voir. Ils roulent à 130 km/h. Ils vont vous taper à 130 km/h. Hein. Donc ne faites jamais ça. Ne restez jamais sur la voie de gauche ou la voie du milieu. Autre chose, il y a beaucoup d'élèves qui disent t'as oublié un truc. Là, je leur dis mais qu'est-ce que j'ai oublié ? Dites-moi. Il fait t'as oublié le triangle de présignalisation. Il faut mettre le triangle de présignalisation. Eh bien, non. On est sur autoroute. Il est strictement interdit de mettre un triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Pourquoi ? Parce qu'il est tout simplement interdit de circuler à pied sur autoroute. C'est interdit. Hein ? Donc, on ne met jamais de triangle de présignalisation lorsqu'on est en panne sur autoroute. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je roule à 100 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 60 mètres. Réponse B, 100 mètres. Je respecte actuellement la distance de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, c'est une question très intéressante. Pourquoi ? Parce que à l'examen du code de la route, on va te demander de calculer certaines distances. Alors, sache que pour l'examen, tu as 6 distances à savoir calculer. Tout d'abord, la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance de sécurité. Ensuite, la distance d'arrêt. Également, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Ensuite, la distance de freinage. Et enfin, la distance de freinage sur sol mouillé. Alors, ici, on va parler de la distance de sécurité. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui sépare deux véhicules. Mais à quoi ça correspond exactement ? Ça correspond à la distance parcourue en 2 secondes. Alors, comment on la calcule ? Par exemple, ici, on roule à 100 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines. Ici, le chiffre des dizaines, c'est 10. Et on va tout d'abord le multiplier par 3. Donc, 3 fois 10, 30. Ce chiffre, on va le multiplier par 2. Donc, 2 fois 30, 60. Donc, à 100 km/h, la distance de sécurité est de 60 mètres. Ensuite, la deuxième question. Est-ce que je respecte la distance de sécurité actuellement ? Pour savoir ça, il faut regarder les lignes de rive à droite. D'accord ? Pour savoir si tu respectes la distance de sécurité dans ce cas-là, il faut que tu aies 2 lignes de rive qui te séparent avec le véhicule qu'il y a devant toi. Or, ici, on voit bien qu'on ne les a pas les 2 lignes de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas adaptée. Et elle n'est pas bonne. On ne la respecte pas. Donc, pour cette question, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 4. Je rentre dans une zone piétonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, c'est une question de cours. Par expérience, vous faites souvent, vous faites souvent l'erreur entre les panneaux les zones de rencontre et les zones piétonnes. Alors une zone piétonne, ça ressemble à ça, et une zone piétonne en fait est réservée seulement aux piétons et aux cyclistes. Il n'y aura pas de véhicule à moteur dans une zone piétonne. Alors que dans une zone de rencontre, comme son nom l'indique, c'est une zone de rencontre, c'est-à-dire que vous allez croiser dans ces zones-là des piétons, des cyclistes et des véhicules à moteur. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B, car ce panneau ne représente pas une zone piétonne, mais une zone de rencontre. Question numéro 5. Lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de... Réponse A, m'avancer. Réponse B, reculer. Alors, qu'est-ce qu'il est préférable de faire lorsqu'on roule derrière un poids lourd ? Ici, on va parler de visibilité et donc de champ de vision. Regardez ce qui se passe quand on roule trop près d'un poids lourd au point de vue du véhicule qu'il y a derrière. Quand on roule trop près d'un poids lourd, on a notre champ de vision. Vous voyez, j'ai mis le champ de vision en vert, ce qu'on voit. Notre champ de vision est plutôt petit. D'accord ? Regardez. Si je me recule
par rapport au poids lourd, vous voyez bien que maintenant on a beaucoup plus de visibilité et que notre champ de vision est plus grand. Il est beaucoup moins obstrué. En rouge, c'est le champ de vision obstrué. En vert, c'est le champ de vision réel, celui que tu vois. Donc, pour un conducteur qui suit un poids lourd, il sera préférable de reculer pour ouvrir son champ de vision et avoir une meilleure visibilité. Mais aussi, c'est préférable pour le poids lourd lui-même. N'oubliez pas qu'il a un gros gabarit. Donc, regardez, si vous êtes trop proche du poids lourd, lui avec ses rétroviseurs, parce qu'il peut que utiliser ses rétroviseurs extérieurs, voici ce qu'il verra. Il verra quasiment rien. Il verra même pas que vous êtes derrière lui. Alors que si vous reculez, là, il va pouvoir vous voir. Donc, c'est préférable pour celui qui est derrière le poids lourd et pour le poids lourd lui-même. Donc, pour répondre à la question, lorsque je roule derrière un poids lourd, il est préférable de reculer. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. À bord du véhicule, il est obligatoire d'avoir 2 gilets de haute visibilité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, il est obligatoire d'avoir un gilet de haute visibilité à bord de son véhicule. Il n'est pas nécessaire d'en avoir 2. La non-possession d'un gilet haute visibilité est passible d'une contravention de première classe et de 11 € d'amende. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Dans cette situation, réponse A, j'accélère. Réponse B, je ralentis et je passe. Réponse C, je m'arrête. Alors, ici, on est sur une deux voies à sens unique. Donc, à notre droite, il y a un bus qui s'arrête à un arrêt de bus. Alors, pour ceux qui vont dire qu'on ne sait pas s'il y a un arrêt de bus ou pas, si, on le sait. Et pourquoi on le sait ? Parce qu'il s'arrête et il a mis ses clignotants droits. Donc là, c'est sûr et certain, qu'il s'arrête à un arrêt de bus. Alors, lorsqu'un bus s'arrête à un arrêt de bus et qu'on est derrière, il faut faire très attention parce qu'en fait, on manque de visibilité sur ce qui se passe devant nous. Il pourrait très bien y avoir, par exemple, des piétons qui essayent de traverser la rue. Et s'ils veulent traverser la rue, vous n'allez pas pouvoir les voir. Donc, ce qu'on fait ici, c'est qu'on ralentit et on passe. Voilà, on fait attention, on ralentit et on passe. Alors, pour ceux qui vont dire, ouais, mais j'ai cru qu'il n'y avait pas assez de place pour que je passe. Si, là vraiment, là, il y a assez de place pour que vous puissiez passer avec une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. Stationner à cet emplacement constitue un stationnement. Réponse A, dangereux. Réponse B, abusif. J'encours une amende. Réponse C, oui. Réponse D, non.
Alors, il faut que tu saches qu'il y a différents types de stationnement interdits. Alors, tu as tout d'abord les stationnements dits abusifs. Ensuite, tu as les stationnements gênants. Ensuite, les stationnements très gênants. Et enfin, les stationnements dangereux. Alors, il faut que tu saches que se garer devant un passage à niveau constitue un stationnement dangereux. C'est le stationnement le plus grave que tu peux commettre. Alors, ce stationnement est puni par une amende de 135 €, un retrait de 3 points sur ton permis de conduire, mais également, si tu ne retires pas ton véhicule à temps, une mise en fourrière de ton véhicule. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 9. Je suis dans un tunnel. Je peux rouler en... Réponse A, feu diurne. Réponse B, feu de croisement. Réponse C, feu de route. Alors ici, on l'a vu plusieurs fois, hein, ça c'est une question de cours en fait, hein, et on l'a vu plusieurs fois dans les vidéos YouTube en plus de ça. Alors, souvenez-vous, hein, c'est très important. Quand on rentre dans un tunnel, en fait, il y a 3 obligations et interdictions. Alors, lorsqu'on rentre dans un tunnel, on est obligé de rouler en feu de croisement. D'accord ? Il est interdit de faire demi-tour. Et il est interdit de s'arrêter ou de stationner. Voilà, donc ça, c'est les 3 règles implicites quand on rentre dans un tunnel. Donc ici, on pourra pas rouler en feu de route parce que sinon on va éblouir les autres usagers. Les feux diurnes ne seront pas suffisants. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Je suis dans un tunnel, je peux rouler en feu de croisement. Question numéro 10. Je souhaite aller tout droit. Le véhicule en face souhaite tourner à l'intersection. Réponse A, je m'engage avant qu'il tourne. Réponse B, je le laisse tourner, puis je m'engage. Alors, regardez bien ce qui se passe devant nous. Devant nous, on a un camion qui a ses feux stop allumés. On peut même entrevoir, devant le camion, vous avez sur le côté droit, un bus qui est à l'arrêt également. Donc la circulation devant nous est à l'arrêt. On se retrouve sur une intersection où en face de nous, on a une voiture qui, elle, veut tourner à droite ou à sa gauche. Si je m'engage tout de suite, avant que la voiture ne tourne, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que je vais bloquer l'intersection. C'est-à-dire que la circulation en face et la circulation dans la voie dans laquelle je suis seront toutes les deux bloquées. Donc c'est interdit de faire ça. On n'a pas le droit de bloquer une intersection, même si le feu est au vert. Donc là, qu'est-ce que je fais ? Je m'arrête au feu, je laisse passer les véhicules qui veulent tourner, puis lorsque la circulation devant moi repartira, je pourrai m'engager. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Si je roule trop vite, je peux me faire flasher. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors effectivement, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle donc un radar qui peut déterminer votre vitesse et donc vous flasher si vous roulez au-delà de la vitesse maximale autorisée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 12. Le camion peut me voir facilement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, vous êtes typiquement dans l'angle mort du camion. Donc il est très peu probable qu'il puisse vous voir. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 13. Le véhicule, à ma gauche, roule lentement. Je le dépasse en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un véhicule donc sur la voie de gauche qui roule lentement. Moi, je suis sur la voie centrale. Est-ce que je peux le dépasser en restant sur ma voie? Eh bien non. Pourquoi je ne peux pas le dépasser en restant sur ma voie? Car si je le dépasse en restant sur ma voie, je vais le dépasser par la droite. Or, c'est strictement interdit de dépasser un véhicule par la droite. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Dans cette situation, si le véhicule à gauche roule lentement, tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire que rouler lentement sur la voie de gauche? Est-ce que vous connaissez la vitesse minimale autorisée sur la voie de gauche? Bon, si vous ne le savez pas, je vous conseille vraiment d'aller sur la plateforme pédagogique, car c'est le B.A.B.A. C'est pas grave si vous ne le savez pas, vous êtes en processus d'apprentissage, vous apprenez, mais au minima, vraiment, apprenez votre code de la route, car c'est du code de la route niveau 0. Alors, un véhicule lent sur la voie de gauche, c'est un véhicule qui roule à moins de 80 km/h. Vous vous mettez derrière lui, d'accord? Et vous mettez votre clignotant gauche afin qu'il voit que vous souhaitez le dépasser. S'il ne vous voit pas, vous pouvez ajouter à cela des appels de phare. Bien sûr, hein, tout en conservant la distance de sécurité. Hein, ne le collez pas. Après ça, vous le laissez se rabattre sur la voie centrale et là, vous allez pouvoir le dépasser. Donc, ici, est-ce que je le dépasse en restant sur ma voie? La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Je dois vérifier régulièrement le niveau d'huile du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, effectivement, il va falloir vérifier ton niveau d'huile très régulièrement. Alors, régulièrement, ça va dépendre vraiment de l'utilisation que tu as de ton véhicule. À savoir que la jauge du réservoir euh, du réservoir d'huile doit être remplie entre le maximum et le minimum. S'il est en dessous du minimum, alors tu dois compléter le niveau d'huile. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Certains médicaments ont les mêmes effets que l'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est vrai que certains médicaments ont des effets semblables à l'alcool, comme la diminution de la vigilance, par exemple. Alors, à savoir que les médicaments ont des pictogrammes. Donc, ce sont des triangles sur fond jaune, orange et rouge qui ont des significations différentes. Alors, le pictogramme jaune, c'est le pictogramme de niveau 1. Il ne vous interdit pas de conduire, mais il nécessite que vous soyez informé des effets du médicament. Ensuite, vous avez le pictogramme de niveau 2, un triangle sur fond orange. Celui-ci, il faut demander l'avis du médecin avant de pouvoir conduire. Mais il ne vous interdit toujours pas de conduire. Par contre, le pictogramme triangle sur fond rouge, lui, de niveau 3, vous interdit de conduire. Et pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis de votre médecin. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 16. Je peux m'arrêter le long du trottoir pour faire descendre un passager. À droite, oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez bien à droite. À droite, on a une voie réservée au vélo. Hein, donc, on a les bandes blanches épaisses avec un marquage au sol dessinant un vélo. À gauche, pareil, on a une voie réservée pour les voies de bus. Donc, ce sont des voies réservées. Elles ne sont pas réservées aux automobilistes, elles sont réservées à d'autres usagers. Il est donc interdit, il est strictement interdit d'y accéder. Donc, interdit de faire descendre un passager. Même un simple arrêt. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 17. Adapter une éco-conduite, c'est aussi rouler moins vite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, l'éco-conduite, c'est adapter une conduite économique et écologique. Je vous conseille fortement de vous former sur l'éco-conduite parce qu'il y a beaucoup de questions sur les tests conformes à la nouvelle réforme. Donc ici, je vous ai mis un petit document, bon, bien sûr, qui est dans le cours, hein, je vous le mets gratuitement.
qui en fait expose les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc effectivement, rouler moins vite fait partie des 10 conseils pour une éco-conduite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. J'ai une bonne distance de sécurité. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, qu'est-ce qu'une distance de sécurité ? La distance de sécurité, c'est la distance minimale qui te sépare d'un autre véhicule et qui équivaut à la distance parcourue pendant 2 secondes. En général, pour connaître cette distance, vous avez ce qu'on appelle des signalisations horizontales sur les routes et les autoroutes. Cette signalisation, ce sont les lignes de rive, donc les lignes qui sont à droite de la route. Pour respecter cette distance de sécurité, il faut au moins laisser 2 lignes de rive entre vous et le véhicule qui a devant vous. Donc ici, on peut voir que la distance de sécurité n'est pas respectée car on n'a pas nos fameuses 2 lignes de rive. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Hors agglomération. Je souhaite dépasser ce cycliste. Je dois laisser un intervalle de sécurité de réponse A 0,5 m, réponse B 1,5 m, réponse C 2 mètres. Alors, ici, la question précise qu'on est hors agglomération. Donc, hors agglomération, pour dépasser ce cycliste, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 20. Je roule à 130 km/h sur autoroute durant ma période probatoire. Réponse A, je suis en excès de vitesse. Réponse B, je roule à vitesse réglementaire. Alors, comme vous le voyez sur le document que vous retrouverez dans l'information, la vitesse maximale autorisée pour un probatoire sur autoroute est de 110 km/h. Donc, actuellement, je suis en excès de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Je roule à 80 km/h. Ma distance d'arrêt est de réponse A, 48 mètres, réponse B, 64 mètres, réponse C, 96 mètres, réponse D, 24 mètres. Alors ici, vous avez vraiment en général du mal avec ces questions-là. Donc on va voir ça avec précision pour plus que vous refassiez les mêmes erreurs. Il faut que tu saches une chose. Il y a 2 distances d'arrêt à connaître, c'est-à-dire à savoir calculer. Il y a la distance d'arrêt sur sol sec et la distance d'arrêt sur sol mouillé. Et nous, quand tu regardes bien notre cas ici sur la photo, on est sur sol mouillé. Alors, je vais vous montrer comment faire pour calculer ces distances. Au début, ça commence de la même manière. Donc à gauche, je vais mettre la distance d'arrêt sur sol sec. À droite, la distance d'arrêt
sur sol mouillé. Alors, déjà, la distance d'arrêt sur sol sec. Comment on fait ? On prend notre vitesse, ici 80 km/h. On prend le chiffre des dizaines, ici de 8, et on le multiplie par lui-même. Ce qui nous donne 64 mètres. Alors ça, c'est la distance d'arrêt sur sol sec. Sur sol mouillé, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut rajouter la moitié de la distance d'arrêt sur sol sec. C'est-à-dire, ici on a 64 mètres qui est la distance d'arrêt sur sol sec. La moitié de 64, c'est 32. Donc, on rajoute 32 à 64. Donc 64 plus 32, ça fait 96 mètres. La distance d'arrêt ici est de 96 mètres parce qu'on est sur sol mouillé. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 22. Le GPS doit être programmé A. Avant le départ. B. Pendant le trajet. En circulation, il vaut mieux C. Regarder l'écran. D. Écouter les indications. Alors bien sûr, le GPS doit être programmé avant le départ. Pareil, en circulation, vaut mieux écouter les indications plutôt que de regarder l'écran. Tout simplement parce que ça va diminuer votre vigilance. Vous n'aurez plus le regard porté sur la route. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 23. Je vérifie la pression de mes pneus. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, une fois par an. Alors, tu dois vérifier la pression de tes pneus une fois par mois. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. Le véhicule doit marquer l'arrêt au stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici on est dans une intersection, on voit en face de nous donc un véhicule qui a passé le stop et à sa droite un policier avec les bras écartés de profil. Alors ce qu'il faut savoir c'est que là le policier il est en train de réguler la circulation dans cette intersection. Lorsque c'est un agent de police qui régule la circulation, alors il remplace la signalisation. C'est-à-dire qu'il remplace les feux et les marquages au sol. Donc, il faut savoir que les agents de police, lorsqu'ils régulent la circulation, ils utilisent des signes. Alors, ils utilisent plusieurs signes, mais ils en utilisent deux plus particulièrement. Alors, c'est les bras écartés vus de face et de dos, qui signifient l'arrêt obligatoire, et les bras écartés vus de profil, qui signifie une autorisation de passer. Comme c'est le cas ici, dans cette situation. Donc, ici, le véhicule ne doit pas marquer l'arrêt au stop car le policier lui fait signe de passer. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 25. Avant de prendre mon véhicule, je vérifie l'espace entre les véhicules. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vérifie visuellement l'état de mes pneus. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors évidemment, avant de prendre son véhicule, on regarde que l'espace entre son véhicule et les autres est suffisant pour pouvoir sortir. Et je vérifie également l'état visuel de mes pneus. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 26. Ma visibilité est réduite. Le virage constitue un danger potentiel. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tout d'abord, on peut voir à droite une balise d'obstacle. Donc cette balise d'obstacle nous informe d'un obstacle. Ici, c'est le petit muret qu'il y a juste derrière lui. Ensuite, un peu plus loin, on a ce qu'on appelle une balise à chevron. Cette balise nous indique d'un virage dangereux. Donc nous sommes bien en face d'un virage qui constitue un danger potentiel. La bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 27. Ce voyant vient de s'allumer. Je m'arrête dès que possible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce voyant indique une surchauffe moteur. Donc, dès qu'il s'allume, vous vous arrêtez dès que possible. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 28. Le réglage des rétroviseurs peut modifier les angles morts. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez sur le petit dessin, effectivement, modifier ces rétroviseurs va modifier les angles morts. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Le stationnement est matérialisé par un marquage bleu. Je dois disposer d'un disque bleu sur le tableau de bord. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir, le stationnement est délimité par des lignes bleues. C'est-à-dire que tu es sur une zone de stationnement bleue. Donc, le stationnement est gratuit, limité dans le temps, et tu dois apposer ton disque bleu sur le tableau de bord avec l'heure d'arrivée au stationnement. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. À bord d'un véhicule, porter sa ceinture de sécurité est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'encours une amende si je ne la porte pas. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la ceinture de sécurité
est strictement obligatoire pour le conducteur et également les passagers à bord d'un véhicule. Si je ne la porte pas en tant que conducteur, j'encours une amende de 135 €, mais également un retrait de 3 points sur le permis de conduire. C'est une contravention de 4e classe. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 31. Le camion est stationné. Il met son clignotant droit. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête et le laisse passer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, on est dans un cas très courant. Donc on a un camion qui est stationné ou à l'arrêt sur le côté gauche. Donc il met son clignotant pour nous avertir qu'il va prendre la voie et sortir de son stationnement. Sauf que là, vu qu'il sort d'un stationnement ou d'un arrêt, il n'a pas la priorité. C'est nous qui avons la priorité. Donc ici, on passe. On ne s'arrête pas pour le laisser passer, on passe. Il passera après que moi, je serai passé. Une fois que la voie sera libre, il pourra passer. Mais ici, c'est moi qui ai la priorité. Donc là, la bonne réponse est la réponse. Les bonnes réponses sont la réponse A et D. Question numéro 32. Ne pas s'arrêter au signe d'arrêt d'un agent de police, c'est faire réponse A, un délit de fuite, réponse B, un refus d'obtempérer. Cette infraction constitue réponse C, un délit, réponse D, une contravention. Alors, c'est quoi la différence entre un délit de fuite et un refus d'obtempérer? Un délit de fuite, c'est lorsque vous faites un accident, qu'il soit un accident avec dommages corporels ou non, et que vous ne vous arrêtez pas pour établir un constat. Le refus d'obtempérer, quant à lui, c'est lorsque vous refusez de vous arrêter face aux sommations d'arrêt d'un agent de police. Alors, cette infraction, elle constitue un délit. Donc, délit qui est puni par 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et C. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer.
Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. J'ai mon permis depuis plus de 3 ans. La vitesse maximale autorisée est de A. 90 km/h, B. 110 km/h, C. 80 km/h, D. 130 km/h. Alors, encore une fois, ici, c'est une question de cours. Donc, pour savoir quelle est la vitesse maximale autorisée, c'est très simple, il faut savoir où on est. Donc, ici, on est dans une route à double sens avec créneau de déplacement. Donc, si on reprend le document que vous trouverez donc, dans l'information, donc on est dans une route à double sens avec créneau de dépassement. Donc, la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h pour une personne qui a passé son probatoire. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Hors probatoire, le taux d'alcool maximal délictuel est de réponse A 0,8 g par litre de sang, réponse B 0,4 mg par litre d'air expiré. À partir de ce taux, je perds réponse C, 6 points. Réponse D, 4 points. Alors, que l'on soit en probatoire ou non, le taux maximal délictuel est le même. Alors, vous vous rappelez de ce document que vous retrouvez dans l'information. Il est plutôt pratique. Donc, le taux délictuel probatoire ou non est de 0,8 g par litre de sang, soit 0,4 g, enfin 0,4 mg par litre d'air expiré. Au-delà, à partir de ce taux, je perds 6 points. Vous vous rappelez de ce document aussi. Pour ceux qui ont suivi la formation, ils ont ces documents. Donc, à partir de ce taux, je perds 6 points sur mon permis de conduire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A, B et C. Question numéro 35. Le feu est vert depuis longtemps. A. Je maintiens mon allure. B. J'accélère. C. Je place mon pied devant le frein. Alors, ici, on nous dit que le feu est vert depuis longtemps. Donc, je n'accélère pas parce que le feu est susceptible de passer à l'orange très rapidement. Cependant, je ne vais pas non plus diminuer mon allure. Je garde mon allure et je place mon pied devant le frein. Les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 36. Dans ce contexte, réponse A, je m'arrête juste derrière le bus. Réponse B, je m'arrête avant le passage piéton.
Ici, vous voyez bien que si vous vous arrêtez juste derrière le bus, vous allez devoir vous arrêter à un passage piéton. Or, il est totalement interdit de s'arrêter et de stationner à un passage piéton, même quand il y a de la circulation. C'est un refus de priorité, donc c'est 6 points en moins, 135 € d'amende. Donc ici, bien sûr, je m'arrête avant le passage piéton. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 37. Je vais croiser ce piéton. Je dois laisser une distance de A, 1 mètre, B, 1,50 m. Alors, ici on est hors agglomération, donc je dois laisser une distance entre mon véhicule et le piéton de 1,50 m. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Je suis bien installé pour régler mon rétroviseur. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, il est très très mal installé pour régler son rétroviseur. Pour régler son rétroviseur, il faut qu'il ait son dos sur le dossier du siège. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours pour passer son code
en 10 jours, qui est à 39,90 par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Les rétroviseurs permettent de voir. Réponse A, en vision directe. Réponse B, en vision indirecte. Alors, ça a l'air d'être une question facile, mais beaucoup moins que ça en a l'air. Surtout que c'est des notions très récurrentes dans les questions du code de la route. Alors, la vision directe, c'est quoi? La vision directe, c'est quand vous regardez quelque chose directement avec vos yeux. La vision indirecte, c'est quoi? C'est lorsque vous regardez quelque chose via l'intermédiaire d'un autre instrument. Donc ici, on est dans une voiture, donc les instruments, ça va être quoi? Ça va être tout ce qui est tous les miroirs, c'est-à-dire les rétroviseurs extérieurs et intérieurs. Donc les rétroviseurs, eux, permettent de voir en vision indirecte. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Avec cette commande, je règle la hauteur des feux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, cette commande te permet de régler la hauteur des feux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.